Bonsoir tout le monde, Azoul. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et grand plaisir de recevoir mon ami Tariq Mira. Tariq Mira n'a pas besoin d'être présenté, mais je vais vous dire quand même que c'est le fils du valeureux colonel Abdelrahman Mira, paix à son âme, et qu'il a été pendant un moment le coordinateur de Libre Algérie, dans l'opposition, et puis il a été dans la FFS, et puis il a été député, et aujourd'hui il nous revient avec un essai que je conseille à tout le monde. Il est un peu bref, mais il pose de vraies questions. Alors, il pose des questions pertinentes par rapport à notre âme amazigh. Tariq, bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. J'espère qu'on aura des échanges fructueux. En tout cas, ça m'aidera pour la prochaine fois. Parce qu'il faudra que je reste à vous. Allô, allô, c'est bon comme ça? Oui, comme ça c'est bien. Donc merci pour l'invitation. Écoutez, nous sommes là pour débattre d'un essai qui est venu à moi à partir de beaucoup de lectures sur les Berbères et d'observations sur le terrain. Et j'ai trouvé qu'entre la lecture et l'observation du terrain, il y a des similitudes qu'a mis déjà en exergue Charles-Robert Julien. Alors, je pense que dans des mois, on va revenir sur ça. Oui, mais tu peux quand même nous présenter le livre. Alors, tu parles de la même Azir, et tu mets en valeur, on va dire, Massinissa par rapport à d'autres, on va dire, figures importantes de la mazirité, et tu nous dis en filigrane que peut-être il est temps de construire comme Massinissa a construit, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est l'axe central de ma réflexion. Je pense que j'ai observé au niveau de la société, en tout cas au niveau de la société dite berbère, que le nom de Jugurtha est beaucoup plus important que le nom de Massinissa. Alors je me suis posé la question, je pense qu'il faut faire peut-être un sondage pour être sûr à 100%. Mais enfin c'est une observation empirique. C'est une observation empirique et Jugurtha revient beaucoup plus fort, il est beaucoup plus admiré que Massinissa. Alors je me suis posé la question pourquoi ceci. Et la réponse est venue de cette observation. Je pense que nous sommes beaucoup plus dans la confrontation que dans la conciliation. Un personnage comme, je pense qu'un personnage comme Massinissa est beaucoup plus important dans l'histoire amazigh qu'un personnage comme Jugurtha. Parce que l'un a bâti un royaume, a bâti un État, alors que l'autre a perdu l'État. Comment il a perdu? La question peut-être ne devrait même pas se poser, mais en tout cas, les choses sont là, il a perdu l'État. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc nous préférons être dans la confrontation. Tout le déroulé de notre histoire, qui est une histoire tragique, confirme ce constat-là. Tu mets aussi en valeur, donc à travers l'histoire millénaire des Amazirs, les Almohades, qui, comme Massinissa, ont effectivement unifié l'Afrique du Nord, à travers Ibn Tumert et même Abdelmoumen. L'une des choses qui m'ont encore le plus frappé, j'ai peut-être un début de réponse, c'est qu'un personnage comme Ibn Tumert, ou son successeur, Abdelmoumen, ce sont des personnages qui sont méconnus dans notre histoire, alors que ce sont d'immenses personnalités. N'oublions jamais que le plus grand empire berbère qui n'a jamais pu exister, qui a existé, est celui des Almohades. Les Almohades ont unifié le Maghreb de Tripoli jusqu'à Marrakech et de Marrakech jusqu'en Espagne. Tout ça sous leur tutelle. Et puis, il y a chez les Berbères ce truc-là que Jean Bouchard
que Jean Amrouche a cité, c'est qu'ils ne sont pas conséquents, ils ne sont pas dans l'effort permanent. Par exemple, lorsque les Abbasides arabes, l'empire musulman arabe abbasside, était en train de s'écrouler, il était menacé par deux puissances, les Seldjoukides à l'est et les Almohades à l'ouest. Qui c'est qui a pris la relève du calife? Eh bien, c'est les Seldjoukides. Les Berbères, ça ne leur est jamais venu à l'esprit d'aller vers Bagdad et d'instaurer un empire musulman sous leur tutelle. Mais peut-être qu'ils avaient leurs problèmes aussi, Tariq. Hein? Donc, il y a eu des empires, des dynasties amazighes musulmanes, bien avant les Almohades, hein, qui se sont terminées souvent dans des conditions assez difficiles. Il y a eu des dynasties. Toute l'histoire de l'Afrique du Nord, ce sont des dynasties ont été construites. Toute l'histoire de l'Afrique du Nord musulmane a été une histoire de dynastie berbère jusqu'à l'arrivée des Turcs. Il s'est passé deux phénomènes. La Tunisie et l'Algérie passent sous la domination des Ottomans, tandis qu'au Maroc, c'est les Berbères qui perdent le pouvoir. C'est une nouvelle dynastie dite arabe qui a pris le pouvoir jusqu'à maintenant d'ailleurs. Donc il y a une cassure qui s'est opérée à partir du haut Moyen-Âge. Tout à fait. Alors, une question dont tu as vécu un petit peu les rouages, puisque tu es aussi militant depuis de longues années. Comment peut-on expliquer que le MCP, donc durant de longues années, le mouvement culturel berbère, a ignoré pratiquement complètement l'histoire de ces dynasties amazighes? Alors c'est la grande question, je n'ai pas trouvé de réponse. Si, j'ai trouvé peut-être une réponse, c'est parce que ceux qui se sont intéressés à la question amazigh, ce sont des francophones. À partir du moment où ils sont francophones, il y a une difficulté d'accéder au savoir dit arabe. Et c'est pour ça peut-être que Abdelmoumen et Ibn Toumat, qui sont les plus grands, ceux qui ont construit le plus grand empire berbère, restent méconnus de la grande masse et des berbères au fond en général. Donc dans ton livre aussi, tu reviens sur d'autres personnages. Hein. Tu parles par exemple de Cheikh Haddad. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Cheikh Haddad quand même? Alors, la Rahmaniya. La Rahmaniya a largement contribué à imposer un peu son point de vue culturel dans une grande partie de l'Algérie, dans la Kabylie. Avant de répondre à cette question, d'abord j'ai choisi 3 personnages pour essayer d'illustrer mon propos. Mais au fait, pour illustrer mon propos, ça veut dire qu'il faut mettre en valeur des gens qui sont dans la conciliation, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des gens de la confrontation et j'ai choisi 3 personnalités. Une femme et 2 hommes. Bon, maintenant vous me... Voilà. Là, c'est mieux. Alors, donc j'ai choisi 3 personnages, 3 personnalités, une femme et 2 hommes. Et un homme dans l'Antiquité, un homme dans la contemporain et une femme qui est entre le Moyen-Âge et l'Antiquité. C'est Kahina. Alors, quelle est la question déjà? Alors je voulais que tu nous dises quelques mots sur Cheikh Haddad. Avant de Cheikh dire Haddad et la Rahmaniya. Après, tu peux commencer par ce que tu viens de citer. Je voulais illustrer mon propos par le fait que de trouver des gens de conciliation. J'en ai pas trouvé. Donc, je suis allé aux gens de la confrontation. Les Berbères aiment par-dessus tout la résistance. Et la résistance débouche sur la sacralité de la terre. La terre des ancêtres, elle est inviolable. Et les Berbères, ils ont cette habitude d'aller vers les montagnes, d'aller vers les déserts et de laisser les plaines pour les autres. Pourvu qu'on ne les dérange pas dans leur qanoun, dans leur vie sociale, ils s'en foutent royalement. Alors, les personnages que j'ai choisis, c'est des personnages tragiques. Mais c'est des personnages aussi de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de la résistance, de la volonté absolument de ne pas laisser tomber la terre des anciens. Alors, d'abord, la Kahina,
d'abord Jugurtha, Kahina et Cheikh Haddad. Cheikh Haddad, on a minoré aussi son rôle. Or, c'est un rôle capital. Cheikh Haddad a réussi à mobiliser en 1871 l'ensemble des Kabylies. Il a fallu qu'il fasse un appel, parce que Moukrani l'avait devancé 3 semaines auparavant, quand il a appelé à la guerre sainte contre les Français. Il n'a pas été suivi parce que c'est un aristocrate, il est issu de la féodalité terrienne et tout ça, qui avait un jeu trouble avec les Français. Et Cheikh Haddad, bien au contraire, Cheikh Haddad, voilà, pour illustrer la tragédie, c'est que lui, il ne voulait pas de cette guerre contre les Français. Non pas parce que les Français, il les aime, parce que les Français vont aller introduire une technologie, un niveau technique qui allait massacrer sa région. Et d'ailleurs, c'était aussi l'un des points qui a été signalé par Cheikh Mohamed El-Hussein. Cheikh Mohamed El-Hussein, lorsqu'il a été contacté, lui aussi les membres de la Rahmaniya, il a dit qu'on ne peut rien faire contre les Français. Ils ont développé un niveau technique qui est tel que de toute façon nous allons à la boucherie au massacre. Cheikh Haddad, il était imprégné de ce point de vue-là. Mais et Cheikh Haddad a joué un rôle essentiel dans ce que j'appellerais pour moi la lutte contre la colonisation. Ce n'est pas le colonialisme. Le colonialisme va venir, la lutte contre le colonialisme va venir dans un second temps. Mais la lutte contre la colonisation, c'est Cheikh Haddad qui a porté très haut le temps. Après, donc. Cheikh Haddad, l'œuvre de Cheikh Haddad, c'était quand on dit que Cheikh Haddad, son appel a fait soulever toute la Kabylie, comme un seul homme, toute la Kabylie, qu'elle soit basse Kabylie, haute Kabylie, petite ou grande Kabylie, tout le monde a répondu unanimement à Cheikh Haddad. Tous derrière lui, tous derrière El-Aziz, parce que son fils El-Aziz, qui était le chef militaire, et en réalité c'est Aziz qui était favorable à la guerre. Et la Rahmaniya a été complètement détruite par les Français. Il ne reste plus rien maintenant, pratiquement. Il est marginal aujourd'hui. Mais on peut dire que l'islam kabyle, c'est l'islam de la Rahmaniya. La Rahmaniya dépasse un peu la Kabylie quand même. Elle arrive dans les hauts plateaux, dans les Aurès. Absolument, absolument. La Donc, droite, elle ouais. Oui, oui. donc en plus de laisser sur l'âme à Nazir, il y a d'autres contributions dans ce livre que je trouve aussi très intéressantes. Il est question des droits de l'homme, de la laïcité, entre autres, des thèmes qui reviendront certainement durant encore des années à l'avenir. Et puis parfois, on apprend des choses. Alors, Tariq, tu nous dis que à un moment donné, tu as côtoyé un membre important de l'Académie berbère, et qui connaissait Messali, et dont il était le fervent supporter, même s'il n'avait jamais milité au sein du MNA. Oui, excusez-moi, comment il s'appelle? Khalifati. Mohamed Abkhal Khalifati. Je ne sais pas s'il a été à l'Académie berbère, mais moi. Si, il a été à l'Académie berbère. Il a été, absolument. Je ne me souviens pas. Mais moi, Abkhal Khalifati, c'est un personnage très atypique, c'est un personnage haut en couleur, mais d'une rectitude morale et intellectuelle de premier ordre. C'est l'un des tout premiers militants du PPA en Algérie, et il a été l'un des premiers à être arrêté et mis en prison. Et comme il s'appelle, Mohamed Abkhal Khalifati, en prison, a inventé une écriture berbère, un alphabet berbère. Et là, il m'a dit, lorsque je suis sorti de prison, je suis allé voir Sidna, Messali. Et Messali, il m'a dit, il
il a vu ça, il a dit d'accord, c'est une bonne chose. Et depuis, il n'a jamais dit du mal de Messel. Jamais, jamais, jusqu'à là. D'ailleurs, là, je vais vous raconter une anecdote. C'est Mohou, je ne sais pas si vous connaissez Nek Mohou, qui est membre qui est l'un des combattants du FFS. Alors, là, il m'a dit, j'étais dans un café, et puis voilà, surgit Madame Kran Khalifati. Et Madame Kran Khalifati lui dit, tu sais, il mouthomra. Il dit, qui c'est ce vieux? Il est Sid El Hadj. Il est vraiment, je rigolais. En 74. Alors, ça veut dire que le personnage a disparu complètement de la scène publique, mais pour Khalifat Imam al-Quran, ce personnage mérite toujours respect, mérite toujours admiration. Et ceci dit, il n'est pas le seul. Hein. Il y a encore aujourd'hui en Kabylie des personnes que je connais personnellement et qui sont toujours messalistes dans l'âme, jusqu'à aujourd'hui, hein, en 2022. Hein. Voilà. Je voudrais que tu nous parles de quelque chose d'autre dont il y a une contribution. Alors, c'est le FFS et sa prise en charge de la mazérité. Comment ça a fonctionné au départ? Parce que toi, tu étais un peu dans les parages à ce moment-là. Alors, non, à ce moment-là, je n'étais pas encore dans les parages. Ah, d'accord. Okay. Parce que moi, je vais arriver après 80. Plus tard, d'accord. Mais je connais à peu près l'histoire. Le FFS est un parti qui se voulait national, donc qui est à thématique politique nationale. Et voilà qu'une nouvelle génération de militants autour de Saïd Saadi, autour de Saïd Khalil et tout ça, vont militer en faveur de la mazérité. Ils ont cherché des alliés ou bien des structures dans lesquelles ils peuvent militer. Ils sont allés démarcher le PRS, qui n'était pas franchement contre, mais quand même il y avait des oppositions. Et ensuite, ils sont allés voir le FFS. Et c'est comme ça qu'en 1978, il y a eu un accord et qu'il y a eu le fameux stage dans les Hautes-Alpes, je crois, et qui a fait que cette génération-là, qui est arrivée sur le marché politique, a intégré le FFS. Pour quelque temps, parce que à partir de 81, cette génération-là a quitté le FFS sans rendre public le fait qu'ils ont déjà quitté le parti. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Libre Algérie, quand toi tu étais un peu le coordinateur de la rédaction donc, à Paris dans les années 80? Libre Algérie a été créé à partir de la rencontre de Londres le mois de décembre 1985. C'était le 19 décembre, je crois, non? Donc en 1985. À l'époque, le MDA, le parti benbéliste, avait un journal de luxe, vraiment, qui s'appelait El Badil, et nous n'avions pas les moyens de cette politique. Alors, dans l'accord, il y a une clause secrète, c'est la parole entre les chefs. Il fallait créer un journal plus ouvert. Plus ouvert. C'est donc lui, on est tombé d'accord sur Libre Algérie. Je dis j'étais le coordinateur en quelque sorte sur le plan matériel. Mais lorsque Messili a été assassiné, j'étais en quelque sorte, je l'ai remplacé à pied levé. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'Ali Messili a dirigé seulement 2 numéros sur 19. 2 numéros, hein, parce que le deuxième numéro, il a été assassiné. Donc tous les autres numéros, c'était moi qui était le coordinateur. Bravo, et tu vas diriger un autre journal, mais ça sera en Algérie, ça sera pour presque un autre parti politique, Algérie Hebdo. Oui, alors Algérie Hebdo, c'est plus récent. C'est plus récent. J'étais rédacteur en chef rédacteur en chef d'Algérie Hebdo. Il fallait trouver moyen de diffuser les idées du RCD sans qu'il y ait un lien organique entre le parti et le journal.
Donc là aussi, on a fait 20 numéros et puis on a échoué. Ah, 20 numéros, c'est considérable quand même. Hein? Non, parce qu'on ne pouvait pas. Il n'y avait pas de publicité. Oui. Donc, il y avait le monopole. Le journal s'était arrêté. C'était arrêté. Très bien, Tariq. Je donne la parole à la salle maintenant et tu vas rebondir à travers leurs questions. L'idéal pour les questions, c'est qu'elles soient concises et brèves, hein, dans la mesure du possible. Donc la parole est à la salle. Oui, Hassan. Merci. Merci Youssef. Enfin, la dernière fois, donc Tariq m'a dédicacé donc, son livre à Montreuil. J'ai pris le temps de le lire et de prendre des notes. D'abord, merci pour ce récit. Donc, effectivement, surtout ce qui m'a beaucoup plus plu dans ce livre, c'est la première partie, vraiment sur le miroir à Mazir. Effectivement, on se rend compte que on est un peuple quand même particulier. Effectivement, l'exemple que vous avez donné sur Massinissa et Jugurtha, on le retrouve plus ou moins aujourd'hui. Enfin, les Kabyles, ils adorent, on va dire, entre parenthèses, plutôt le martyr, etc. Donc, on sacralise plus ou moins, bon, alors que Massinissa a fait plein de choses, etc. Après, j'ai juste une question bien spéciale concernant ce livre. Il y a Bourguiba qui revient plusieurs fois dans ce livre. Je présume que tu as des listings pour Bourguiba. Effectivement, c'est un président quand même qui a donné plein de choses, surtout pour les femmes, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce personnage? Merci. Je crois que Bourguiba, il est l'un des plus brillants politiciens de son époque. En tout cas, par rapport à la décolonisation. Lui, par exemple, il a dit une chose extraordinaire pour un pays où il y a une arabisation qui a accéléré. Il a dit de ce pays, c'est-à-dire la Tunisie, qui est faite de tribus éparses. J'en ai fait un État, je suis le Jugurtha qui a réussi. Donc, c'est l'un des rares dirigeants indépendantistes du Maghreb qui évoque Jugurtha. C'est un point positif. Et si on continue sur Bourguiba, Bourguiba c'est celui qui a donné des droits aux femmes tunisiennes bien avant tout le monde, bien avant tout le monde. Et c'est quelqu'un qui a le sens du rapport de force. Quand il sait que le rapport de force est trop défavorable, il n'avance pas. Et il a mis le buste de Jugurtha et celui d'Hannibal dans le palais de Carthage. Malheureusement, il déteste Massinissa. C'est tout le contraire. C'est lui qui ressemble le plus à Massinissa, mais il déteste Massinissa parce qu'il considère que Massinissa s'est allié avec les Romains contre Carthage. Et Carthage, c'est Tunis. C'est la Tunisie. Donc c'est un personnage... C'était aussi un dictateur. Oui, bien sûr. C'est clair. C'est un despote éclairé. Ça existe. Oui, d'autres questions? Oui. J'ai une question. Comment tu expliques, à part l'épisode de Massinissa qui a pu unifier l'Afrique du Nord, comment tu expliques que depuis cet épisode, depuis cette époque-là, les Berbères n'ont jamais construit un État? Du moins un État au nord de la Berbérité. Ils ont toujours voulu pour les peuples. Ils ont construit un État, les Almohades, mais c'était toujours sous l'égide du Bagdad, sous l'égide des Arabes, sous l'égide. Pourquoi ils n'ont pas construit leur État propre? Alors d'abord, une précision historique. Lorsque les Almohades sont arrivés au pouvoir et qu'ils ont construit leur État, les liens de vassalité avec Bagdad étaient déjà rompus. Ils étaient déjà. Et la preuve, c'est qu'Ibn Tumert a été excommunié de l'islam par le grand Ibn Taymiyyah, qui est un personnage de son époque, un personnage contemporain de son époque.
Ce n'est pas. Donc les Berbères savent construire pour eux, et le temps peut-être leur est compté, leur a été compté. C'est pour ça que les Almohades se posent une nouvelle question par rapport à toute cette période, à toute l'histoire tragique des Berbères. C'est comment leur État dépasse rarement, ne sont pas longs dans l'histoire. Un siècle et demi, et puis ça s'affaisse. Je pense que la bonne question c'est celle-là. Comment se fait-il que nous ne sommes pas dans la durée? On n'arrive pas. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de temps à faire. C'est des États arabo-islamiques. Peut-être sous l'égide d'une idéologie communiste. Ben, ça va venir. En retenant les leçons du passé, ça va arriver. Oui, Ali. Zoul, un plaisir de revoir Tarek. Bon, la première question, Tarek, une belle plume, il a beaucoup de contributions de la presse. Et je me demande d'abord si tu as une médecine, que j'ai dit. C'est la première question d'ordre personnel. في السنين هاد المسلاية في الشيخ حداد لا ريكوزيونس ماشي توت لا كابيتال اسمحي لي جو بونس نبغي نجمع نصدوق يبان الخلاف مقر ديال الشيخ حداد الشيخ محمد الحسين جو كنجي مثل ديرني الشيخ سبيريتويل الطريقة الرحمانية الشيخ حداد الشيخ محمد الحسين ديال خو جايز مي الشيخ محمد الحسين ويدانا داير تموقع الطرح للجاينا الكيث بارتي البويرة قص يدور حنا تسكين ديال الكيراني يتسوانفان مي الجاي كاين لا كروند كابيتي تهضر عليها كاين مش زرغت باللي لنا 5 ديال الدار في كافيحية ثكلنا سينو كريكي الحوزان دار الشيخ حداد ناباريوسي خاطر الشيخ محمد الحسين يشك بلي الشيخ حداد مقار يقول 94 سنه يشك بلي الميس يسلحوا لي فوالا دونك سي كوم سي il est un petit peu manipulé il a fait trop confiance à lui-même donc au Dieu غنمشي على سوز دابا فوالا تهضر في بورقيبه dernier puisque vous avez de l'estime pour Bourguiba qui en tant que militant politique j'ai beaucoup d'estime à Bourguiba c'est un visionnaire et dit Kiren contre Jebel Abdel Nasser et dit qui s'est opposé à la politique du panarabisme. اسميتو روح بن بلاغ 63 الناس اللي تونس ناس نصهم زارب نصهم زارب. الناس qui se retrouve président d'un État et il ne connaît pas l'histoire de son pays. Il a dit le mot. Il a insulté quelqu'un. Il trouve que c'est honte pour Bourguiba qui قال nous sommes des Arabes alors que c'est un pays مزيان. مي إلا كانت زاريو الحاجة مرة تروح غير مزيان تونس بورقيبا المجرم. ما إلا وقع محقني مزيان بين في تونس بورقيبا أتوفي بور إفاسي لا طاس بين زعما يسموزو أن الناس أنتيك في المغرب et pour exclure الناس القذافي ناس المغرب يبدا داير ديسكسيون ديال ديسكسيون خاطر ديال البيوت سالا ديسكسيون اللي يقول كان يدير مزيان مي لا بوليتيك بورقيبا انت الان باغ اكزومبل 30000 يمازيغن اسنياوي 300000 لي زرابوفون بانميدو فاني ما ننسى الساكينين لي ميليتون بربر من في مزيغن والسي لا تهضر انت مزيغ يموت يوم قبلنا 25 نيس سي مون بارد ريبوس سي مون ادجوان سي افوربي سي ان كرون ميليتون مزيغ ان تونس خدمنا في ils étaient obligés de se rendre à foot au plus profond du bras lundi parce que c'est fini qu'ils sont obligés de se donc Bourguiba politiquement c'était un visionnaire il a libéré la femme c'est le seul pays qui la polygamie est interdite la centrale syndicale c'était la centrale la plus crédible du monde arabe mais Bourguiba il doit être considéré c'est l'équivalent de Mseli parce qu'il est membre fondateur de l'Académie berbère, il marque Mohamed Abdel Khalifati, profession manœuvre.
هو فارماسيان ودكتور و نسي ماركي دا بروفيسيونيست دا مانير جست بور لو روندر اوماج يعطيكم الصحة. Non, comment il s'appelle Bourguiba, toi-même tu as dit que c'est un visionnaire. Personne ne peut lui enlever ça. Et il a résisté aussi à l'idéologie dominante de l'époque anti-coloniale qui était l'arabisme. Mais enfin, il est aussi le personnage de son temps. C'est un type, il est pénétré des idées de la République de la France, de la Révolution française, et donc d'un jacobinisme très, très appuyé. Donc il est tout en contraste, c'est un personnage tout en contraste. Est-ce que vous avez trouvé une seule personnalité au Maroc, en Algérie, en Tunisie, qui à cette époque-là a dit je suis le Jugurtha qui a réussi? Il n'y a que lui, que lui. Cheikh Mohamed, comment il s'appelle? Cheikh Haddad, selon toutes les lectures que j'ai eu à faire, à scruter, il a soulevé toutes les Kabyles. Toutes les Kabylies étaient derrière lui. Bien sûr, le fait que Cheikh Mohamed avait soupçonné que l'Aziz manœuvrait en sa faveur et qu'il n'a pas donné son appui, a certainement diminué l'impact de la participation de la haute Kabylie dans l'insurrection de 75. Mais la haute Kabylie avait déjà répondu en premier à Al-Mokrani 2 semaines auparavant. Donc on retrouve des foyers de confrontation partout dans les Kabylies. Oui, qu'est-ce que ça Bonsoir Thalia, je suis ravi de te retrouver. Pour Cheikh Haddad, j'ai une question, j'ai un avis là-dessus, c'est que Cheikh Haddad est arrivé en bout de course pour la révolte de 1871, qui, faut-il le rappeler, était une révolution bourgeoise. C'est-à-dire que Al-Mokrani et ceux qui avaient été nommés, il y avait de l'influence sur à la fois les patrimoines, à la fois les nominations, à la fois qui dominaient pratiquement toute de bonne religion au monde. La France avait décidé de leur rogner sur leurs prérogatives. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la révolte. Il y avait le fils de Cheikh Haddad Ali, effectivement, qui a joué un très grand rôle. Et nous, on a eu ce débat en 2003-2004, dans un séminaire qu'on avait fait la Kabylie en débat à Tahabouch, Tabou Abouira, et on disait, est-ce que finalement la révolution de 71, c'était la révolution qui s'est faite au nom de Cheikh Haddad, donc au nom de la Rahmaniya, ou est-elle, la Rahmaniya et Cheikh Haddad, est-elle venue pour justement remobiliser, et justement là où je te rejoins Talir, c'est quand la parole de Cheikh Haddad, in fine, c'est-à-dire en bout de course, a réussi à mobiliser toute la haute et basse Kabylie et même Baïl al-Hadra, c'est-à-dire le polo de Jijel et Mila. Voilà. Ah, pardon. D'ailleurs, les deux plus grandes batailles se sont déroulées à Jijel. Je voulais juste ajouter un mot. Au fait, c'est une guerre qu'il y a eu, c'est une vraie guerre. Et c'est la guerre qui va complètement modifier la donne en Kabylie, qui va déstructurer la société kabyle. Et El-Mokrani, avant l'appel de Cheikh Haddad, avait presque signé un accord avec les Français pour l'arrêt de la guerre. Mais du moment que Cheikh Haddad a appelé à la guerre sainte, et la guerre a continué. D'autres questions? Oui, Pareil. vas-y. Très heureux aussi, très heureux de voir parmi vous. Et je parle sur Mawara, 7000 ans, 80 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur le mode de je suis un petit peu gêné, dans le sens où on dit la société berbère, amazigh. J'essaie de comprendre déjà à travers le village. Je ne peux pas construire et concevoir de par le mode de vie qu'on mène, ne serait-ce que le mode de vie, on va partir de ce point-là, celui qu'on connaît plus. C'est un homme
très pacifique, non belliqueux. Ils ne cherchent pas à aller coloniser d'autres terres ou avoir d'autres terres. On est un peuple de résistance. Même le mot révolution, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. On est plus dans la résistance. Ils tout le temps, et on les a subis. On les a constamment subis. Par exemple, je ne pense pas. J'ai discuté avec des anciens Sisi, ça m'intéressait. J'ai eu la chance de connaître la grand-mère de ma mère, qui avait 113 ans. J'étais tout petit, je devais avoir une douzaine d'années. Ils disaient, mais je me parce qu'ils habitaient sur les plaines de Freha. On a été obligés de nous enfuir. Avoir une référence de temps. Mais c'est un autre Izora, des plaines où il vivait. Là où il s'est arrêté Izora. À un moment donné, principalement au meurtre de les gens étaient obligés d'aller dans les montagnes. Ce n'est pas une vie, c'est une envie de vivre dans les montagnes. Un mec français, c'est un peu de dynamite, etc. On n'a plus subi. Et cette dette, si on prend juste l'essence de cette dette venait faire chaud, qui venait faire la mine tête dette, et puis quelques responsables, et leur vie c'était ça. Ça leur suffisait amplement. Bon ben, nous connaissons à travers les siècles, on voit ça avec un regard d'aujourd'hui, invasion, création d'un État, nation, etc. Je n'arrive pas à saisir exactement. Là, c'est contre nature. C'est contre nature quand tu vois c'est des gens qui étaient très très attachés à la terre. C'est la sacralité, ce truc. Oui. Donc, la sacralité. Oui, l'attachement, il est. Je veux dire, pour un oui, pour un non, faire d'est, c'est une guerre. Voilà. Merci. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de développer, de dire que nous sommes tellement dans la résistance, dans la confrontation et non pas dans la conciliation que nous sacralisons la terre. Même un lopin de terre de rien du tout, on le sacralise. C'est une force, mais en même temps c'est une faiblesse. Parce qu'on n'arrive pas à construire des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus contemporaines qui répondent au temps, au présent. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une avancée considérable dans la réflexion, parce qu'on a obtenu des gains aussi, parce que la question à mesure n'est plus celle qu'on a, n'est plus dans les termes qu'on a exposés dans les années 60 ou 50 ou bien. Elle a beaucoup évolué là-dedans. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faudrait avoir un autre état d'esprit pour faire avancer la question. Nous sommes obligés aujourd'hui, par exemple, de nous investir dans la société civile de façon très importante, très massive, à partir des associations. Il faut créer des choses, il faut exceller. Nous sommes condamnés à l'excellence. Et lorsqu'on voit que la wilaya de Béjaïa est première pour l'obtention du BEG, du BEM cette année, et que la wilaya Tizi Ouzou est première pour l'obtention du bac, ça nous réconforte et c'est le chemin à suivre. Et il y a autre chose aussi, je pense qu'il faudrait arriver à élever le niveau culturel. Il faut que, par exemple, en Algérie, comme on l'a fait en Catalogne, qu'il y ait du mécénat. Il faut que ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, on ne leur demande pas de monter au maquis, on leur demande de financer des activités culturelles. Parce que c'est par la culture que nous allons rayonner. Sinon, c'est très Gramscien. On fait partie de l'ère arabo-musulmane, historiquement, on le veut ou non. On est influencé par l'arabo-islamisme. Ça fait partie de nous. Est-ce que, moi j'appellerais le problème de la laïcité, est-ce qu'on arrivera à séculariser tout cet espace ou non? Même s'il y a la langue arabe. Parce qu'il y a une langue arabe qui a été dispensée pendant des années au Moyen-Orient, qui était laïque, qui portait un message laïque.
Et maintenant, la langue est un moyen. Le problème civilisationnel, on peut le combattre en disant que nous sommes pour la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Il faut reprendre les combats qui ont été menés par d'autres, bien avant. Et je crois que quand on prend l'exemple de la Turquie est un État laïque malgré les réformes islamistes qui ont été faites maintenant, ça reste un État laïque. Pourquoi, avec notre langue, nous ne serions pas une autre Turquie? Je ne pense pas que ce soit un problème de langue. Hein. Il faut développer notre langue, quelles que soient les conditions. Pour que cette langue ne meure pas, il faut la développer. Il faut lui donner ses lettres de noblesse. On a réussi grâce à Mouahia, grâce à Idir, grâce à un certain nombre de chanteurs. Il faudrait renouveler maintenant l'effort. Très bien, oui, bien. Nous nous situons dans la partie occidentale. Nous sommes à la fois l'Occident du monde musulman et nous nous situons géographiquement dans l'Occident. Nous sommes sur la rive donc occidentale. Par rapport à la laïcité, tu as évoqué la Turquie. La Turquie a été déclarée laïque par décret. C'était peut-être visionnaire de la part d'Atatürk, qui venait de loin, cette histoire de laïcité, parce qu'il a observé sa société, la chute de l'Empire ottoman, la montée de l'arabisme d'abord en tant que culture, puis ensuite ça n'avait pas pris au-delà du fait que ce soit des Arabes de Syrie et d'Irak qui ont créé le panarabisme. Au départ, c'était, il était expurgé de toute référence religieuse. Ce n'est qu'après que c'est devenu de l'arabo-islamisme, parce qu'on l'a complètement idéologisé, et à la fois la langue, et à la fois on a politisé la religion. Pour nous, en Kabylie plus particulièrement, la laïcité, je ne sais pas si c'est Mohamed Mohamed qui a dit Din Dniya Taqbali Dharraï. C'est-à-dire, quand il dit Taqbali Dharraï, c'est qu'on convoque la raison. Regardez dans nos villages, quand on dit que la Kabylie est laïque, elle n'est pas laïque au sens français du terme. Quand vous commencez une réunion dans le village, on sera allé à Rasulullah 3 fois. On pose les problèmes, on les règle et puis il y a la fetha. Où est la laïcité là-dedans? Elle n'existe pas. Donc c'est tous ces concepts un peu erronés, biaisés, qui renvoient plus au café du commerce qu'à une profondeur de lecture. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je m'excuse si j'étais... Hakim. Monsieur Pléoué, j'ai une question, il me semble que je vais essayer de continuer un petit peu sur la même perspective, c'est l'avenir. Et là j'ai une question, comment peut-on, puisqu'il me semble que votre livre s'inscrit dans un écrit historique, donc c'est un document historique, donc c'est un constat historique, comment peut-on exploiter surtout l'écrit aguien, donc cet écrit, pour faire un sens et avoir un sens. Comme disait, là je paraphrase un philosophe libyen qui disait l'histoire a un sens, donc il faut tirer les enseignements, comme vous avez bien dit, et puis elle a un sens dans la signification, c'est la direction. Comment peut-on influencer, donc comprendre déjà cette histoire, donc notre histoire, et puis influencer la direction de ce qui se passe aujourd'hui pour justement avoir, soit inscrire notre démarche dans une Méditerranée, ou bien continuer à l'inscrire en étant le Maghreb du Maghreb. Ça veut dire continuer un petit peu à se dire qu'on est simplement de l'autre côté du Maghreb. Vous voyez à peu près, je ne sais pas si vous avez un petit peu compris. On parle tout simplement comment exploiter l'écrit historique vis-à-vis de l'avenir. Voilà. Nous ne pouvons pas nous différencier du reste du monde, et particulièrement de l'influence du Moyen-Orient, que si nous arrivons à produire et que nous quittons définitivement la place comment on appelle ça, la place victimaire. Nous prenons tout le temps pour des victimes. Il faut casser ce processus-là. Il faut produire.
Il faut élever le niveau de notre langue. Comment unifier la langue berbère? Il y a plusieurs parlers au Maroc, il y a plusieurs parlers en Algérie, il y a plusieurs parlers en Libye. Mais comment sont nées les autres langues? Elles sont nées à partir d'un parler plus fort que les autres. Par exemple, on dit l'Italie. Aujourd'hui, l'italien, il est venu d'où? Il est venu du florentin, du toscan. C'est la langue toscane qui est devenue la langue italienne d'aujourd'hui. Donc on peut dire, peut-être que la langue kabyle va finir par apprivoiser tout le reste des parlers berbères et qu'on aura une langue bien codifiée. Mais je pense que, moi je suis absolument convaincu, intimement convaincu, que c'est dans la culture, c'est dans l'élévation du niveau culturel, dans la production culturelle, que nous allons trouver une issue à nos problèmes. Bonjour. Je n'ai pas assisté dès le début, mais je voudrais revenir à notre ami Adel. Est-ce qu'il n'y a pas un lien d'intérêt particulier entre la chute du Deuxième Empire, l'avènement de la Troisième République, investie par les Versailles, et la situation d'intérêt de Mokrani et de Bagdad? Parce que pour imaginer une révolution à partir de fantasmes, ça me paraît un peu équivoque. Est-ce qu'il n'y a pas réellement un lien? Parce que apparemment, du temps de Napoléon, le Mokrani a bénéficié de certaines choses, etc., qui ont été remises en cause à la chute du Deuxième Empire et à l'avènement de la Troisième République. Merci. Non, ça c'est bien établi par les historiens. Bachar al-Mokrani avait des intérêts avec les Français, il travaillait avec eux, c'est lui qui leur vendait du blé, de l'orge et tout ça. À partir du moment où il y a eu la chute, justement, l'avènement de la Troisième République se voulait jacobine, elle a enlevé par exemple les bureaux arabes en Algérie, qui étaient c'était des militaires qui faisaient les intermédiaires entre l'État français et la société algérienne. Et à partir de là, la Troisième République a dit à Mokrani, nous ne te payons plus. Tu as payé l'ancien régime, mais tu as payé l'ancien régime. À partir de maintenant, c'est le nouveau régime qui est en place, nous ne te remboursons rien du tout. Et c'est comme ça que Mokrani s'est révolté. Il s'est révolté parce qu'il ne retrouvait plus ses intérêts. Cela étant, lorsque Mokrani s'est révolté, qu'il est passé à l'action, il n'y a pas eu un grand soulèvement. Il a fallu attendre l'accord entre le Cheikh Al-Aziz et le frère de Mokrani, Boumzrek, qu'on est arrivé au soulèvement de toute la Kabylie. Mais avant, quand Mokrani s'est révolté tout seul, c'est le représentant de l'aristocratie. Donc il n'a pas été soulevé par la plèbe rurale. Très bien, on passe à la dédicace. Merci Tariq d'être passé au café littéraire. Messieurs, il y a une dédicace à avoir et un livre fort intéressant à parcourir. Tenmerf.